Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire donc, de 45 minutes sur les protocoles de coopération, comment les mettre en place avec des retours d'expérience concrets d'un médecin et d'un kinésithérapeute qui ont accepté de venir nous partager leur expérience. Et donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi de mon côté je m'appelle Flore Dupoux, je suis kinésithérapeute, je suis aussi salariée de l'URPS Kiné Île-de-France pour accompagner un petit peu les projets au sein de l'association. Donc l'association URPS Kiné Île-de-France, c'est une association qui représente et accompagne l'ensemble des kinésithérapeutes libéraux d'Île-de-France. Tous les kinésithérapeutes libéraux y adhèrent automatiquement via une cotisation qui est prélevée par l'URSSAF. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les actions qu'on met en place et qui peuvent vous aider dans votre quotidien, n'hésitez pas à consulter notre site internet urpsmkidf.fr ou bien nous contacter directement à l'URPS. Je vais mettre mon adresse mail dans le chat. Et puis voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est donc de vous présenter les protocoles de coopération. Petit rappel, donc ce webinaire est enregistré et sera accessible en replay. N'hésitez pas à poster vos questions au fil des échanges sur le chat. Et puis, on vous transmettra un petit récapitulatif en fin de présentation. On peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, on a Anthony Demont avec nous, qui est kinésithérapeute et chercheur en santé publique. Il est responsable pour l'URPS de tout ce qui est nouveaux modes d'exercice, donc les questions notamment relatives à l'accès direct, mais aussi au protocole de coopération, et accompagne les kinésithérapeutes qui souhaitent justement mettre en place des protocoles de coopération. Il apporte un accompagnement, une aide à la rédaction de tous les dossiers qu'il faut monter pour mettre en place ce genre de projet. Et donc aujourd'hui, en 45 minutes, on va essayer d'exposer un petit peu, de rappeler le cadre légal lié à ces protocoles de coopération. Ensuite, un temps d'échange, de retour d'expérience avec donc un médecin et kinésithérapeute de la CPTS Axe Majeur dans le 95. Et puis on va laisser un petit temps d'échange à la fin si vous avez des questions. Mais au fil de la présentation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. Petite slide simplement pour vous dire que l'URPS Kiné elle a 15 ans d'existence. Il y a plus de 10 000 kinésithérapeutes libéraux en Île-de-France. Et au fil des années, on a cumulé tout un tas de supports, de communication, de vidéos et d'événements. Il y a tout qui est disponible sur notre site internet. Vous pouvez consulter le replay de tous nos webinaires, consulter toute nos documentations via les QR codes qui figurent à l'écran et on vous transmettra le PowerPoint après le webinaire. Merci Flore et bonjour à toutes et à tous. Donc, pour vous présenter dans un premier temps un cadre un peu global en fait du dispositif de protocole de coopération qui va permettre comme ça de faire une introduction à Kevin et Eric qui vont ensuite rapporter leur expérience dans la construction et l'initiation en tout cas de protocoles de coopération dans leur territoire. Jusqu'à maintenant, en gros, il y a plusieurs textes de loi qui ont permis en fait l'apparition progressive de ce dispositif. C'est-à-dire que, à la base, il faut bien distinguer deux choses, parce qu'au final, ça amène de la confusion. Souvent, on entend la confusion récurrente entre ce qui existe avec les protocoles de coopération et l'accès direct pour les kinés ou même pour d'autres professions de santé. Donc, c'est bien au final deux dispositifs complètement différents, puisque l'accès direct vise à permettre aux patients d'accéder directement à un kiné sans prescription médicale. Donc le champ de compétences du kiné ne bouge pas, il reste le même. Il va faire toujours un bilan initial et déterminer s'il y a une indication à de la rééducation. Alors que le but des protocoles de coopération, c'est de modifier l'organisation des soins habituels en conférant à un professionnel de santé des actes qu'il ne serait pas en mesure de réaliser habituellement à partir de son référentiel de compétences initial. Donc si on prend les deux exemples qui concernent les kinés, mais il y aura une liste importante pour aussi d'autres professions et particulièrement les infirmiers et infirmières. C'est les deux protocoles qui sont apparus donc en 2020 avec ces deux arrêtés où l'objectif en gros était de considérer que pour les patients qui consultaient pour des douleurs lombaires aiguës et des symptômes suite à un traumatisme de cheville, comme la rééducation est l'intervention phare de la prise en charge de ces patients, l'objectif était de donner
au kiné la possibilité, en plus de la rééducation, de pouvoir mobiliser des actes médicaux, habituellement dévolus aux médecins, mais là qui seraient proposés au kiné. C'est-à-dire qu'en plus de cette rééducation, le kiné sera en mesure de prescrire certains médicaments, comme des antalgiques ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi un arrêt de travail d'une courte durée et certains examens d'imagerie, dans l'objectif aussi de faire gagner du temps au médecin si au cas où le patient ne relève pas d'une indication à la rééducation. Donc on voit en fait que ça augmente le champ de compétences du kiné, ce qui est très, très différent de l'accès direct, où l'accès direct, c'est donc même compétence, mais en enlevant en fait la prescription et l'obligation de passer par la case médecin, selon certaines conditions évidemment. Donc au-delà de ces protocoles nationaux, à partir en fait de 2021, il a été donné aussi la possibilité à différentes structures en fait et effectrices de soins pardon de pouvoir proposer des protocoles locaux, c'est-à-dire que les protocoles nationaux peuvent s'appliquer donc sur l'ensemble du territoire pour des équipes, c'est-à-dire un médecin et un kiné, donc médecin généraliste et kiné qui souhaiteraient mettre en place ce dispositif à l'échelle d'une CPTS, d'une maison de santé pluriprofessionnelle, d'une équipe de soins primaires, d'une équipe de soins spécialisés ou même à l'échelle d'un hôpital ou d'une clinique. Donc c'est toujours structure d'exercice coordonné plus CPTS. Et depuis 2021, maintenant, toutes ces structures et associations peuvent proposer elles-mêmes un nouveau protocole qui serait créé à l'échelle locale selon leurs besoins propres et selon l'offre du territoire. Donc ça pourrait concerner d'autres motifs de consultation ou même des pathologies, par exemple des maladies chroniques déjà stabilisées, pour lesquelles il y aurait un souhait que le médecin partage une partie de ses compétences avec le kiné, en plus de ce qu'il fait habituellement pour essayer de fluidifier le parcours. Donc, si on regarde aujourd'hui la liste de tous les protocoles, pour l'instant nationaux, puisqu'en général, beaucoup sont partis d'un protocole local et ensuite ont été nationalisés une fois qu'ils ont été mis en place, on voit que ça concerne quand même beaucoup, souvent, le binôme médecin-infirmier, mais on voit que ça peut concerner aussi d'autres professions comme pour les manips radio, pour les kinés, comme ce qu'on a vu pour les soins non programmés. Et c'est dépendant du type de structure, entre soit des protocoles qui sont mis en place dans des établissements de santé ou dans le cadre de structures pluriprofessionnelles ou au sein de CPTS. Donc on voit qu'il y en a beaucoup. Pour les kinés, c'est encore très émergent. Il y a évidemment une volonté de vouloir de promouvoir davantage ce dispositif et d'en développer beaucoup plus en tout cas, en fonction évidemment des besoins, parce que c'est ça le point de départ, de s'assurer que ça réponde bien à des besoins de soins des patients et à des besoins liés à l'offre du territoire. Donc comment concrètement on met en place un protocole ou du moins on adhère à un protocole? Donc, comme je l'avais dit, il y a un peu deux démarches. La démarche qui relève de l'adhésion à un protocole national, donc c'est un protocole qui est déjà mis en place. Pour les kinés, c'est vraiment traumatisme de cheville et lombalgie aiguë, de moins de 4 semaines. Et ensuite, on verra la démarche pour les protocoles locaux. Là, pour les protocoles nationaux, donc c'est d'identifier un binôme, c'est-à-dire un kiné et un médecin généraliste, qui vont se déclarer comme une équipe. Évidemment, on peut le démultiplier avec 10 kinés, 10 médecins généralistes dans un même territoire. Le kiné doit suivre une formation de 10 heures dont le contenu est défini en fait dans l'arrêté, qui concerne plus en gros une mise à jour des connaissances et particulièrement des situations qui indiquent le fait de mobiliser des actes médicaux, c'est-à-dire dans quelle situation le kiné peut proposer un arrêt de travail au patient, dans quelle situation c'est indiqué de prescrire un anti-inflammatoire, puisque ça fait pas partie de sa formation de base. Et donc ça, c'est dispensé par le médecin, donc le délégant du protocole. Ensuite, on a plusieurs pièces justificatives à présenter et à déposer donc sur le site de démarche simplifiée pour déclarer une équipe dans le cadre de ce protocole. Et il y a plusieurs, on va dire, attendus. Le premier, c'est que le médecin puisse être en mesure de récupérer le patient rapidement, dans le cas où le kiné verrait que le patient ne présente pas une indication à de la rééducation. Il y a eu une erreur d'orientation au travers des critères d'inclusion dans le protocole. L'acte de consultation qui est fait par le kiné est rémunéré dans le cadre d'un forfait. Et c'est un forfait de 25 euros qui est donné pour la réalisation de cette consultation. Et ce qui est attendu, c'est que le kiné puisse faire un compte-rendu qui est une synthèse de cette première consultation et qui sera transmise dans le cadre du dossier médical partagé au patient et au médecin traitant du patient ou s'il n'y en a pas, à un médecin généraliste que le patient pourra être amené à voir, dans l'objectif d'assurer un suivi et une bonne coordination des soins du patient.
Donc on voit que les démarches sont au final assez rapides. C'est vraiment des démarches avant tout administratives. Ensuite, dans le cadre des protocoles locaux, là, vu que vous devez rédiger en fait un protocole complet, il y a évidemment plusieurs questions à se poser. La première, c'est quelle serait la population qui pourrait bénéficier de ce protocole et quelles en sont évidemment les raisons qui justifient en fait de réorganiser le parcours actuel. C'est-à-dire à quel moment c'est utile de se dire, bah, le parcours, le patient va voir le médecin généraliste, puis il va voir le kiné, ou le patient va voir un spécialiste d'une autre spécialité médicale qui n'est pas de la médecine générale, et ensuite le kiné. En quoi il faudrait changer cette organisation dans l'objectif soit d'améliorer l'efficience des soins, de faire gagner du temps aux patients, de décharger aussi la file active du médecin qui pourrait avoir des patients peut-être plus complexes ou qui relèvent plus des interventions médicales. Donc ça, c'est un peu toutes les questions à se poser pour définir quels sont les critères d'inclusion des patients qui pourraient bénéficier de ce protocole. Comment les patients vont être informés? Quelles sont les qualifications attendues par le kiné? Qu'est-ce que c'est un kiné qui a son diplôme d'État ou une autorisation d'exercice? Est-ce qu'il a une expérience professionnelle particulière? Est-ce que on attend de lui qu'il ait une formation particulière, en sachant que la formation, c'était par exemple les 10 heures qu'on a vues tout à l'heure, et quel va être le contenu de cette formation? On va vous donner des exemples après. Et enfin, de construire un peu un arbre décisionnel, c'est-à-dire comme un guide qui va aider le kiné à déterminer quelles sont les situations pour lesquelles le patient doit sortir du protocole pour assurer la sécurité de la prise en charge et le réorienter vers le médecin. Donc ça, c'est un peu tous les attendus en fait du protocole qui va être défini à l'échelle locale et qui doit être déposé sur la plateforme aussi pour le transmettre à l'agence régionale de santé, qui va analyser plutôt sur la forme le protocole, ce qui va permettre ensuite sa mise en place. Et le passage de protocole local à national implique que le protocole local soit déjà mis en place, qu'il y ait un recul au moins de 6 à 12 mois pour demander une nationalisation. Et ensuite, c'est la haute autorité de santé qui va plutôt sur le plan de la sécurité de la prise en charge et de tous les indicateurs qui ont été collectés, pouvoir déterminer s'il y a une justification à nationaliser le protocole. Donc ça, c'est évidemment une autre démarche qui prendrait un peu plus de temps. Donc on voit que les avantages et inconvénients des deux protocoles, en fait, nationaux ou locaux, sont pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, les protocoles nationaux sont structurés, déjà rédigés, il y a un financement assurance maladie. La contrainte, c'est que les critères peuvent être restrictifs au regard un peu de vos besoins à l'échelle de votre territoire. Les protocoles locaux aujourd'hui offrent une liberté un peu rédactionnelle, très adaptable sur le territoire, donc ça peut étendre à tout motif de consultation ou toute pathologie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de financement assurance maladie et que les financements ne sont proposés que par certaines délégations départementales des agences régionales de santé. Donc ça veut dire que c'est que certains départements qui ont décidé sur leur feuille de route de dire, OK, on met de l'argent pour financer les consultations réalisées par les kinés, par exemple, ou par les médecins. Mais ça n'est pas tous les départements qui proposent ce financement. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de la politique de l'établissement qui propose le protocole, de déterminer s'il y a de l'argent qui est mis ou non là-dessus. Enfin, pour finir, quelques exemples de protocoles, et ensuite Kevin et Eric pourront évoquer leur expérience. Là, depuis qu'on a créé en fait à l'URPS Kiné Île-de-France une cellule d'accompagnement de mise en place des protocoles, donc on accompagne sur la rédaction, la réflexion et la rédaction des protocoles certaines structures ou certaines associations, comme les CPTS. On a un service d'urgence à la PHP qui a été intéressé pour la mise en place de deux protocoles pour intégrer des kinés en service d'urgence, pour gérer les traumatismes isolés d'un membre et les douleurs lombaires, les douleurs rachidiennes de manière générale avec ou sans irradiation. Une structure hospitalière plutôt orientée sur les pathologies respiratoires, des CPTS et ensuite des centres de rééducation pour lesquels il y avait aussi besoin de mettre en place des protocoles locaux pour des maladies chroniques stabilisées comme l'AVC, la maladie de Parkinson, et avec une volonté de partage de compétences assez large, que ce soit le primo-diagnostic, la prescription ou l'interprétation de certains examens paracliniques, la possibilité d'orienter vers des médecins spécialisés ou même prescrire certains types de traitements médicamenteux. On voit que c'est assez large, évidemment, ça dépend du type de protocole, mais l'objectif, c'est de fluidifier le parcours et dans une relation de confiance où le médecin va évidemment se dire que si le kiné a été formé et apte à gérer la prise en charge d'une certaine population de patients,
pour assurer le suivi des patients et réorienter en cas de besoin. Je passe rapidement là-dessus. Donc ça, c'était les leviers en fait qu'on a identifiés, mais auxquels aujourd'hui on essaie d'apporter au maximum des réponses. Et je vais laisser plus rapidement la place à Kevin et Eric pour leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont mis en place pour l'instant au sein de leur CPTS. Kevin et Eric, je vous laisse le micro. Bonjour à tous, donc Kevin Aubameyang, kinésithérapeute à Erani. Avec Eric et d'autres kinés, on a commencé à mettre en place un protocole local l'année dernière pour la mise en place de la rédaction. Euh, on a une forme un peu particulière parce qu'on a pratiquement 12 ou 14 kinésithérapeutes pour deux médecins. On a dispatché sur deux cabinets la première partie d'expérience. Donc on voulait voir par la suite si on avait un bon type de fonctionnement, voir potentiellement ce qui pouvait dysfonctionner et peut-être après l'agrandir sur la CPTS et le proposer à d'autres cabinets qui seraient prêts à le faire. Tu me coupes, hein, Eric, s'il y a un truc que tu n'es pas d'accord. Au tout début, en fait, on a fait plusieurs réunions en commun entre les médecins et les kinés, déjà pour savoir qui serait prêt à suivre un petit peu pour ce protocole local et essayer de déterminer finalement quels sont les besoins du territoire par rapport aux consultations, puisqu'en fait les médecins sont eux en première ligne pour consulter les types de patients avant que nous on les voit. Donc on voulait savoir si eux en consultation ils avaient plus des traumatismes liés à la cheville, est-ce qu'ils voyaient beaucoup de soins non programmés finalement ou pas, si il y avait des traumatismes qui étaient ou des atteintes qui apparaissaient plus souvent que d'autres. Par exemple, bah, nos protocoles nationaux sont sur les lombaires et la cheville, et donc on avait demandé à nos médecins généralistes si eux, ils avaient aussi ce type de patients qui venaient de façon plus récurrente que d'autres pathologies. Et ce qui en est ressorti, c'est que finalement, pas forcément chez eux. Ils avaient par exemple plus de patients qui avaient des atteintes au niveau des épaules. Donc, on est parti sur un protocole local enfin, des protocoles locaux, parce que il fallait le faire par articulation. Donc on a fait des protocoles locaux sur épaules, lombaires, genoux et chevilles. Alors pourquoi on avait fait un protocole local par rapport au protocole national? C'est qu'on avait mis des compétences qui n'apparaissaient pas dans le protocole national et dont on a pensé la pertinence, voilà, pour la prescription par exemple, ou le réadressage, ou encore l'arrêt maladie. Euh, Voilà, sur à peu près au niveau de la mise en place des besoins. Et les limites qu'on a eues, bah, ça a été au début, parce que c'était un peu une partie un peu difficile, c'est que l'ARS avait changé les modalités de format, de comment on devait déposer le dossier. Donc on a eu pas mal de difficultés avec ça, mais maintenant c'est relativement stable. Donc il faut juste déposer le dossier sur un lien qui n'apparaît pas sur le site de l'ARS. Enfin, qui apparaît, mais pas forcément en cherchant sur leur site. Euh, nos limites, ça a été principalement la partie administrative, parce que en fait, il y a des temps d'attente toujours pour savoir qui sont les interlocuteurs, comment on peut faire, etc. On a finalement réussi à déposer le dossier en septembre dernier et on avait commencé à faire la formation théorique. On l'a pas fait avec nos médecins généralistes, mais on l'a fait avec l'hôpital régional du coin et on a fait la partie, donc les 10 heures de pratique et les 10 heures de théorie. Et on s'est retrouvé avec la deuxième problématique qui était celle du financement, puisque le 95 n'avait pas de financement FIR par l'ARS, et ça, on ne le savait pas, puisqu'on a déposé en septembre, mais ils nous avaient pas répondu. Et on en est là pour l'instant. J'attends un possible rendez-vous avec l'antenne départementale de l'ARS pour en discuter, pour savoir si on peut être inscrit au FIR de 2027 ou pas. Et on se rabat pour l'instant sur un protocole national, du coup lombaire et cheville, euh, qu'on devrait déployer début juillet si tout va bien. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Je sais pas si tu as d'autres retours d'expérience, Eric Et bah oui, j'ai prends la parole. Merci. Bonjour, je suis le docteur Gauthier à CRJ. J'ai accepté de participer à cette aventure pour me placer à la place des patients qui ont effectivement des fois beaucoup de mal à trouver un médecin généraliste. C'est un peu la même chose avec les kinés maintenant, hein, ils ont encore beaucoup de mal aussi. Et donc, je me suis dit, bah, ça peut peut-être permettre de fluidifier l'accès aux soins.
Les retours d'expérience positifs, c'est évidemment le dynamisme que j'ai retrouvé dans cette façon de faire, c'est-à-dire de pouvoir travailler en coopération avec des kinés, de leur apprendre, mais aussi d'apprendre des choses. Et mon sentiment, c'est que les kinés ont une capacité probablement bien mieux que nous, les médecins généralistes, je pense, à s'occuper de problématiques comme effectivement l'entorse de la cheville, comme les lombalgies. Vous avez une expertise et une expérience qui est au moins aussi bien que nous, voire je pense même mieux. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Les points négatifs que j'ai trouvés, c'est clairement cette relation donc kiné-médecin. Bah ça implique une disponibilité du médecin et ça, bah j'imagine que peu de médecins pourront être aussi disponibles que je peux l'être. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi, il faut pas se le cacher, un problème de corporatisme, hein. Certains médecins essayent de garder la couverture à eux et on a l'impression qu'on leur prend des patients. Je crois que c'est une problématique qu'il faut évoquer, même si je pense que c'est pas du tout le cas. Et troisième point qui font peur à certains médecins, c'est la responsabilité. Qui est responsable en cas de problème? Est-ce que c'est le kiné? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est la collaboration entre les deux? Voilà les problématiques que, du côté médecin, j'ai pu remonter. Alors, je parle pas en nom de tous les médecins généralistes, évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est les quelques retours que j'ai par rapport à ça. Je parle pas de la partie, comme Kevin l'a exposé, la partie technique, ça c'est un autre sujet, mais voilà, la partie médicale, en tout cas, tourner l'œil du médecin traitant, c'était ces points-là négatifs, responsabilité, euh, disponibilité, euh, voilà. Je sais pas si je dois répondre aux questions du chat ou pas d'Agathe de Groot. Alors moi je n'ai pas le chat en tous les cas. Enfin, je vois pas le. Ah si, le chat c'est là. Ok. Alors, tu veux reprendre la main Euh, pour les questions ou pas? Il y a effectivement plusieurs questions sur le chat. Alors, j'ai commencé à y répondre, mais je veux bien des compléments. Donc, la toute première question, c'était dans la plupart des protocoles, du coup, le binôme est souvent avec des médecins généralistes. Est-ce qu'il y a aussi des binômes avec des médecins spécialistes? Et effectivement, Anthony, tu as présenté quelques exemples avec des médecins spécialistes dans la slide, c'était il y a deux, trois slides avant, si tu veux Ouais. nous en dire plus. Bah, typiquement, donc, en effet, donc là, c'est possible de faire avec n'importe quelle spécialité médicale et kiné ou autre auxiliaire médical. Et par exemple, à la PHP, donc c'était bien entre urgentiste et kiné. On a fait aussi entre médecin de médecine physique et réadaptation et pneumologue et kiné. Donc on voit que ça peut concerner en fait des profils de patients très différents et des contextes de soins aussi très différents. Donc en fait là, là-dessus, il n'y a aucune restriction. Oui, et à tout à droite, il me semble qu'il y a aussi un binôme avec neurologue et kiné. Oui. Non, c'était Ensuite, des MPR. Ouais, ouais, c'était des MPR. NPR aussi, d'accord. Ouais, Ensuite, il y avait des questions sur, par exemple, Agathe pose la question d'une possibilité de prescription d'examens complémentaires ou de crème anesthésiante, par exemple en périnéologie. Une fois que le kiné a déjà le patient, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans le cadre de ces protocoles pour éviter un aller-retour médical alors que le patient est déjà là et suivi en rééducation? tout à fait. Ça rentre parfaitement dedans. En fait, en gros, ce qui rentre dans les protocoles, c'est tous les actes qui seraient une dérogation habituelle à, en théorie, ce que le kiné, par exemple, n'est pas en mesure, dans son référentiel de compétences, de pouvoir pratiquer. Donc, tous les actes qui sont habituellement réalisés par médecins, on pourrait même imaginer entre sage-femme et kiné, tous ces actes-là qui sont faits par ces professionnels médicaux peuvent être partagés, même si c'est un acte isolé qui sera fait de manière très spécifique dans une consultation donnée, quoi. Ça, sans problème. Donc là, dans Alors, l'exemple donné, ça pose pas de problème. j'ai un retour d'expérience en tant que médecin généraliste avec nos infirmières et c'est fantastique, hein. Par exemple, pour les pansements, hein, pour les plaies, elles peuvent prescrire elles-mêmes des choses et bah, ça nous enlève une tâche qui servait à rien, quoi. Elles devaient nous demander quel pansement on devait utiliser. Elles ont largement autant de compétences pour le faire et donc maintenant elles peuvent le faire et c'est vraiment des choses qui sont super pour nous en tant que médecin traitant. Ça nous enlève un travail qui servait à rien, fastidieux. Une question qui portait sur le financement. S'il n'y a pas de financement, comment procéder pour, euh, pour mettre en place le protocole local et En fait, national aussi? aujourd'hui, Question. Mm.
Ben, ben, Je me permets, vas-y, du coup, vas-y, mais vas-y, c'est vas-y, vrai vas-y. que c'est un petit peu notre problématique actuelle, c'est que on a été un peu stupéfait du fait est que l'antenne départementale de l'ARS sur le D95 n'avait pas de prévu de financement par rapport au projet. Et en fait, légalement parlant, on peut pratiquer et faire appliquer le protocole local, donc il n'est pas impossible. Mais ça veut dire que pour l'instant, ça serait une action bénévole de notre part, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération et on peut pas passer non plus par la suite par un acte prescrit ou quoi pour rattraper le cours. C'est ça qui est un peu difficile. Et encore une fois, je suis en attente de discussion avec eux pour savoir comment. Est-ce que ça veut dire qu'on doit les contacter en amont pour que le projet se fasse sur l'année d'après? Enfin, si vous, de votre côté de CPTS ou établissement, là, vous n'avez pas encore mis en place Agathe de Gaulle, je pense que oui, il faut se rapprocher du responsable ARS qui s'occupe de ça. Donc, au niveau de la Euh, délégation du département. Oui, En fait, aujourd'hui, en gros, on a trois retours sur les différentes structures là qu'on a accompagnées pour les protocoles. C'est que pour les structures qui ont des kinés et des médecins salariés, évidemment, c'est plus simple parce que c'est en gros une politique d'établissement de dire on veut modifier le parcours du patient et comme le kiné est déjà salarié, bah, en fait, ça rentre de toute façon dans ses prérogatives de salarié de pouvoir intégrer ces nouvelles consultations ou ces nouveaux actes qu'il ne fera pas autrement en continuant en tant que rééducateur là, dans cette situation-là. Mais en tout cas, pour les salariés, le problème ne se pose pas vraiment, quoi. La deuxième chose, c'est que pour les libéraux, donc il y a deux façons possibles. La première, c'est en effet les départements, parce que pour la petite histoire, en gros, avant, l'ARS, c'était elle, à l'échelle de la région, qui s'occupait du financement des protocoles de coopération. Et depuis l'an dernier, ça a changé. Et en fait, maintenant, ça n'est plus le siège régional qui s'en occupe, mais ça a été délégué à toutes les délégations départementales. Et le problème, c'est que le budget, il n'a pas été augmenté par département, il a même été réduit, ce qui donc amène la volonté pour les délégations départementales de se dire, est-ce que ce budget, je l'utilise pour les protocoles? Est-ce que je l'utilise pour d'autres prérogatives? Donc, il n'y a pas une obligation, en fait, à utiliser le budget spécifiquement pour les protocoles. Nous, aujourd'hui, on a eu le retour que d'un seul département, le 77, là, qui, euh, qui a accepté en fait de mettre un budget sur sa feuille de route spécifiquement sur les protocoles, fléché aussi sur certains enjeux de santé publique. Et les autres départements qu'on a tous rencontrés, en gros, nous ont dit qu'il n'y avait pas de budget fléché, ce qui veut dire que la seule possibilité pour les CPTS, par exemple, ou les maisons de santé, c'est soit de rentrer dans une forme d'appel à candidature pour le fonds d'intervention régional, mais là, ça va être en concurrence avec d'autres projets qui pourraient ne pas être des protocoles. Ou la deuxième possibilité, et ça, on a plutôt eu des retours dans d'autres régions, particulièrement en Occitanie et en Bretagne, où il y a certaines CPTS qui ont essayé de trouver des moyens de financer quelques consultations, plus sous forme en fait, de montrer que c'est pas vraiment du soin, mais que c'était, on va dire, du conseil ou d'autres approches pour les financer en fonds propres. Mais le problème, c'est que le modèle est un peu bancal par rapport à la réalité de ce que la CPTS peut faire. Donc au final, la possibilité pour l'instant pour le protocole local, c'est plutôt en gros de candidater à un fonds d'intervention régional pour obtenir ce financement, qui est censé être un financement temporaire, dans l'objectif que le protocole local puisse ensuite être nationalisé. Et comme ça sort en fait du budget habituel de la CPTS pour qu'après ce soit dépendant de l'assurance maladie. En fait, ce sera ça pour la procédure normale. Parce que du coup, pour reprendre ce que tu disais plus tôt, Anthony, dans le cas des protocoles nationaux, il y a le petit budget de 25 euros, c'est ça? Ouais, en fait, il y a un Il y a forfait qui est donné par à jour. l'équipe. C'est ça. C'est que si par exemple la CPTS adhère au protocole national, elle reçoit une enveloppe de 150 euros par nouveau professionnel. Ça, c'est une seule fois. Et ensuite, 25 euros par consultation réalisée, dont le budget est financé par l'assurance maladie et transmis à la CPTS. Toute la CPTS rémunère les kinés qui ont réalisé ces actes de consultation. Alors, il y avait une autre question là, qui était plutôt sur la formation, les 10 heures de théorie. Est-ce que c'est pour un protocole local, c'est donc aux médecins de créer les 10 heures de théorie? Est-ce que les médecins sont rémunérés pour le faire?
Comment est-ce que se passent ces 10 heures de formation? Euh, Alors, Aujourd'hui, ah oui. vas-y, pardon, vas-y, Eric. Ah non, c'est moi, du coup, j'ai Kevin. Kevin, pardon. Euh, pour nous, en tout cas, sur la partie de la CPTS 95, c'est la CPTS qui a pris en charge la formation. On s'est reposé sur, pas sur nos médecins généralistes, parce ils disaient que sur la partie théorique, ils n'avaient pas forcément la compétence pédagogique de nous enseigner quelque chose, et surtout aussi sur la partie pratique, d'avoir les patients correspondants. Donc, on a été en contact du coup avec des rhumatologues de l'hôpital de Pontoise, l'hôpital Novo, et on a fait nos 10 heures de pratique et de théorie avec eux. La rémunération, en fait, c'est un devis qu'ils nous ont fait et enfin, en fait, c'est moi qui leur a proposé un devis, ils ont accepté et puis après on leur a fait une facturation via la CPTS. Ok. En fait, il n'y a Et aucune ça, ça. obligation à ce que ce soit les délégants, en gros, qui fassent la formation. Comme Ok. disait Kevin, ça peut être une autre structure. Mais par contre, il n'y a pas de rémunération prévue par une structure extérieure. Forcément, sur les fonds propres de l'association ou de l'établissement qui met en place le protocole local. Et même pour le protocole national, la formation n'est pas financée. En fait, le financement proposé, il n'est que pour les actes de soins réalisés, uniquement. Une question à Eric. Qu'est-ce que vous diriez à vos confrères médecins pour diminuer les freins que vous mettiez en avant, notamment sur la responsabilité, sur la crainte de vol de patients? Alors, pour le vol de patient, c'est entre guillemets vol de patient, on vole rien, hein. Enfin, vous volez rien, les kinés, hein. On est bien d'accord à ça, hein. Mais c'est une remontée que j'ai. La perception que, enfin, certains confrères, c'est pas tout le monde, hein, encore une fois, mais enfin, certains que j'ai écoutés me disent, bah oui, alors les actes un peu faciles entre guillemets pour nous, c'est-à-dire, voilà, douleur du dos, cheville, eh ben, on va plus les avoir, donc on va plus gagner de l'argent entre guillemets facilement et on va faire que des trucs compliqués et ça nous prend beaucoup de temps et donc on perd de l'argent. Voilà un peu leur schéma de pensée. Encore une fois, j'ai pas dit que je cautionne ça, hein, mais voilà un peu et encore une fois, c'est que certaines personnes, c'est pas tout le monde. Donc voilà. Néanmoins, ce qu'on peut leur dire, bah déjà, faut se mettre à la place du patient. Ils ont du mal à nous joindre, ils ont du mal à avoir un accès. Eh ben, si on a accès facilité avec quelqu'un qui est plus disponible, eh ben, tant mieux pour les patients. Donc moi j'aurais dit, mettez-vous à la place des patients. Donc ça c'est la première chose. Sur la disponibilité, alors ça c'est compliqué, hein. C'est chaque médecin va dire ah oui je suis disponible ou pas. Néanmoins si on coopère mieux, on travaille mieux et donc finalement à la fin on est plus disponible. Donc c'est un peu ça fait boule de neige dans le bon sens. Déléguer un petit peu, bah, c'est d'avoir un peu plus de disponibilité et donc pour travailler plus efficacement. Pour la responsabilité, ça, je suis pas du tout expert en responsabilité, qui est responsable, est-ce que c'est le kiné, tout ça. Je pourrais pas trop me prononcer là-dessus, mais j'imagine que il y a des choses qui sont mises en place. Vous pouvez peut-être m'en parler plus facilement que moi, mais ça, je sais pas trop la responsabilité. Mais à partir du moment où on collabore, bah oui, on est un peu responsable, mais bon, c'est notre travail tout le temps d'être responsable. Donc voilà, si ça peut répondre à ces questions-là. Mais encore une fois, c'est le dialogue aussi avec le kiné ou l'autre personne, d'ailleurs une infirmière ou tout ça. C'est le fait de dialoguer, le fait de parler ensemble. Et puis finalement, après, une confiance qui s'installe. Et puis après, on travaille de façon sympa en fait ensemble. Ah bah c'est bien. Et puis finalement, bah ça lève aussi un peu les freins. Donc c'est essayer et puis vous verrez bien, ça marche ou ça marche pas. En fait, pour la responsabilité, en gros, le protocole définit bien que dans le cadre du protocole local, c'est donc le kiné qui est responsable de la totalité des décisions et des actes qu'il réalise, et que le médecin n'est pas impliqué dans dans une forme de complicité, on pourrait même imaginer, une responsabilité particulière. C'est un peu l'histoire avec les IPA, hein, les infirmières Ah ouais, pratiques tout à fait. avancées, où il y a eu beaucoup de craintes de ce côté-là. Donc, encore une fois, je parle au nom de certains et pas tous, hein. Mais voilà, c'est les craintes qu'on a eues un peu avec les IPA aussi, de mais qui est responsable en cas de souci et tout ça. Voilà. Ouais. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ceux qui sont encore parmi nous, à les poser sur le chat ou même à prendre la parole. Et en attendant, petite question à Kevin. Au final, malgré tous les freins, est-ce que ça t'a apporté des choses positives de mettre en place ces Bah, protocoles?
Ça nous a quand même un peu unifiés tous ensemble et à apprendre un peu à se prospecter tous les kinés qui sont un peu dans le coin et apprendre à se connaître les uns les autres. Et pareil, en fait, c'est tout l'aspect social avec les médecins parce que, comme disait Eric, finalement, c'est beaucoup de temps d'échange et ça ouvre des portes dans un sens et dans l'autre où il y a une confiance mutuelle qui se met en place et qui se maille sur le réseau. Alors la CPS, elle passe par plein d'autres moyens, mais c'est vrai que ça nous permet de connaître les autres professionnels du territoire et avec qui on peut finalement bosser, même si c'est pas pour l'instant lié au protocole local, mais ça nous permet d'avoir des contacts, oui, autant à l'hôpital qu'en libéral et je pense que c'est ce qui est la partie la plus importante aussi pour le patient parce que ça permet d'avoir une meilleure fluidification des informations, de la coordination du patient. Donc oui, je pense que c'est l'aspect positif pour l'ensemble de ces éléments-là. Il y a beaucoup de patients qui ont pu bénéficier du coup de ces compétences élargies. Bah, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre en place parce que y a pas de financement, donc je peux pas demander à mes D'accord. collègues et confrères de faire du travail bénévole alors qu'ils ont Mm. déjà pris du temps, hein, parce que toute la partie formation, ça a été le soir où ils ont pris des demi-journées pour aller à l'hôpital pour faire des formations. Donc c'est des temps où ils ont pas travaillé. Et, et en même temps, je donne la réponse à une personne qui a écrit dans le chat là par rapport à comment intégrer le protocole. Bah, en tout cas, dans la partie CPTS, tout euh, le, le temps de travail qui soit effectué soit lors des réunions, en tout cas, ou lors de l'exercice est rémunéré. Et par exemple, dans les CPTS, souvent l'indemnité est égale, voire supérieure à la rémunération du temps de travail. Alors, je parle pas des Parisiens, faut peut-être voir sur vos CPTS comment eux, les indemnités se font. En tout cas, ici, dans le 95, l'indemnité de la CPTS est plus élevée au taux horaire que le temps de travail que nous on effectue. Alors, c'est l'ordre de 3 euros, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais voilà, c'est les gens ont plutôt l'impression de ne pas avoir perdu leur temps parce qu'ils se disent bah, si je dois assister de 20h, je sais pas, 21h à une réunion, je suis pas en train de pas travailler ou j'ai perdu mon temps ou autre. Et Justement, une question sur le chat sur comment motiver ses confrères et consoeurs à intégrer un protocole, sachant que visiblement c'est du boulot en plus. Quel bénéfice, euh, quel bénéfice pour les kinés à intégrer un protocole? On l'a déjà dit, mais peut-être qu'on peut le redire. pour ma part, c'est vraiment le patient parce que un patient qui se fait une entorse de cheville ou on parle là pas de protocole national, mais s'il se fait une entorse de cheville et que finalement il n'a pas été pris en charge et que le temps qu'il puisse trouver un rendez-vous, que ça fait 2 semaines qu'il a vu le médecin et le médecin finalement considère que c'est de la kiné et qu'il met encore 2 semaines, bah, le patient quand il vient chez nous, ça fait un mois qu'il attend pour une prise en charge. Donc le bénéfice, en soi, nous, on n'est pas perdant ni gagnant par rapport à la mise en place du protocole. Par contre, le patient est gagnant. Donc je sais pas si ça vaut le coup de dire ça, mais c'est pas forcément de gagner quelque chose dans le process. Et pour le canal de communication, enfin, je réponds là entre deux par rapport à Vampire Arnaud. Le canal de communication que nous, on voudrait mettre en place pour l'instant, c'est Centennial parce qu'il est promu par la RS et qu'il est gratuit. Et sinon, il y a d'autres dispositifs comme Idomed ou autres qui permettent d'utiliser un canal de communication ou encore le DMP. Alors, le seul problème du DMP pour l'instant, c'est qu'il fonctionne j'ai eu la réunion avec la CPAM il y a pas longtemps là. Ça marche sur le téléphone et sur l'ordinateur, mais ça marche pas sur tablette Android parce que ça s'affiche pas. Voilà. Mais on peut sinon utiliser le DMP pour communiquer en tout cas le bilan au médecin. Et pour le protocole collaboration médecin gentilles kiné, oui, c'est possible. Et en tout cas, ça, à l'hôpital de Montage, ils le font, mais en interne, avec un kiné salarié qui est en train de lancer un protocole, enfin, qui voudrait lancer un protocole local, il est en train de le rédiger pour travailler avec les urgentistes de l'hôpital de Novo, de Pontoise. Ça, c'est pour la question de Pierre. C'est aussi peut-être élargir aussi les compétences. Je parle peut-être pour le kiné, mais vos compétences, euh, euh, prendre en charge plus global le patient. J'ai l'impression que c'est plus satisfaisant au point de vue intellectuel aussi, je trouve, d'être plus global. Et puis, moins attendre les allers-retours, effectivement, avec les autres, avec le médecin. Donc, finalement, on perd peut-être un peu de temps, et encore, je suis pas sûr, mais on en gagne aussi d'attendre ces allers-retours. Et puis, effectivement, les soins, pris en charge plus tôt, bah, on gagne du temps aussi. Donc j'ai l'impression que c'est dans le bon sens. Anthony, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, tout a été dit. En tout cas, sur les arguments, je pense que ça, c'est le plus important. Et après, en effet, pour
pour les urgences, il y a des protocoles possibles qui peuvent être faits au sein du service ou un peu à l'image de ce qui peut être fait, par exemple, avec des maisons médicales en dehors de l'hôpital qui collaborent avec les urgences. Là, il n'y a pas de protocole particulier, mais on pourrait imaginer une coopération de ce genre avec des kinés et qui pourrait être en dehors du service d'urgence. En fait, il n'y a pas Donc forcément besoin que la des structure kinés soit libéraux. directe dans la même structure. Ouais, exactement. Tout à Mm. fait. Mm. Nous, on voulait faire ça notre protocole local et le frein pour l'instant, c'était juste que la chef de service des urgences était pas forcément euh, parce que ça leur ajoutait encore un dispositif au moment où la personne appelle le 15 de savoir où dispatcher la personne. Donc c'est juste un travail intellectuel supplémentaire. Je pense qu'il faut discuter avec eux si vraiment le financement se fait par le FIR. Je pense que je prendrai rendez-vous avec elle et en discuter. Mais ce qui est du retour de notre directeur de CPTS, directeur de coordination, c'était que, en tout cas, la chef de service des urgences disait que, ouais, encore une fois, c'est sur le dispatchage téléphonique qui rajouterait encore un dispositif supplémentaire qui existe déjà. Voilà. Ça alourdit un peu chez eux, quoi. Ouais, s'il y a que ça peut être vite levé quand même, hein. Mm. Oui, si ça permet d'alléger les urgences, justement. Mm. Là, ça, c'est un argument faible, là. Ce sera facile de faire sauter ça. C'est vrai, mais Delphine, on a discuté avec elle et même avec vous, c'est un peu difficile. Bon, c'est un autre débat, mais ouais, ils sont mécontents des médecins généralistes et des soins non programmés. Enfin, bon, bref, c'est une autre histoire. Bah, les patients sont mécontents des urgences d'attendre 8 heures, donc bon, on peut leur envoyer la balle, hein, si on veut, hein. Je dis que c'est pas de sa faute forcément, mais yeah. Mm. Très bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, en dernière minute, à les poser, sinon à nous les retransmettre. Je vais laisser mon mail sur le chat. Euh, tac. Voilà, mon mail f.dupou@urps-mk-edf.org. Et sinon, n'hésitez pas aussi à contacter Anthony. Son mail est sur la slide, anthony.demont@urps-mk-edf.org. Et nos prochains événements URPS, donc on a un webinaire sur le rôle des kinés dans les soins palliatifs le mercredi 3 juin à 20 heures. Si vous n'êtes pas disponible à cette date-là, il sera aussi disponible en replay. Et sinon, on vous invite pour un petit apéro convivial le mercredi 17 juin de 18 heures à 22 heures, où vous pourrez sur une péniche rassembler au même endroit une vingtaine d'associations en lien avec la kinésithérapie qui viendront un peu présenter leurs activités. Donc c'est l'occasion de rencontrer plein d'assos au même endroit. C'est très sympa. L'année dernière, ça a bien fonctionné. Donc vraiment, on vous invite à nous rejoindre. Et bien écoutez, bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Merci. Merci beaucoup Eric et Kevin et Anthony pour Ouais. À votre tous, à Merci, tous, à oui. participation. tous. Merci.